Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Hop là. Bonsoir Océanie Borgnes, plus connue comme la diantromotricienne. Alors, on va laisser un peu le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà, bienvenue à tout le monde. Plein de coucou, bonsoir à tout le monde. Donc, on est déjà pas mal. On va laisser quelques instants encore. Reculer un petit peu. Comme ça. J'espère que tout le monde nous voit bien en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On espère que vous vous portez bien, que vous êtes bien, malgré ce contexte si compliqué que nous vivons. Ce soir, je suis bien accompagnée. Je suis accompagnée d'Océanie Borgnes. Elle est plus connue sur les réseaux et sur Insta comme la diantromotricienne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on va vous proposer un live avec plein d'idées, d'activités pour mieux accompagner les enfants dans cette attente jusqu'au 24, mais aussi pendant les vacances, quoi faire, quelles activités, dans ce contexte dans lequel en plus on a moins d'options parce qu'il y a pas mal de musées, pas mal de cinémas, pas mal de, voilà, d'annulations et de fermetures. Donc du coup, voilà, je pense que ce live, ça va être une source d'inspiration pour vous tous, en tout cas on l'espère. Et Océanie va répondre aussi en direct à vos questions, à vos interrogations. Donc n'hésitez pas à partager vos questions, vos interrogations. Pour vous expliquer, le live de ce soir va vous donner des pistes d'activités pour des enfants de 2 à 8 ans. On a essayé de faire des choix d'activités qui sont faciles à faire à la maison, qui sont les plus accessibles et inclusives possibles. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'on peut commencer à faire les plans d'idées. Le but, c'est surtout qu'on propose des activités pratiques et faciles à faire à la maison avec peu de matériel en fait. Parce que le but, voilà, c'est pas de faire acheter tout et n'importe quoi, c'est de montrer vraiment qu'avec des ressources qu'on a à la maison, on peut imaginer plein de choses. Exactement. Et comme on disait, on essaye de faire des propositions faciles et accessibles à tous. Effectivement, chaque enfant est différent. Essayez-vous d'adapter selon la connaissance et les profils que vous savez de votre enfant. Aussi, s'il a des besoins spécifiques ou des particularités, mais Océanie va essayer voilà, de donner quelques pistes. Mais c'est à vous aussi d'ajuster et de filtrer. C'est pas obligatoire de faire toutes les activités. Vous prenez ce que Non, vous voulez. il faut pas faire toutes les activités. De toute façon, si vous n'aurez pas assez des vacances, le but, c'est pas de faire un emploi du temps de ministre, en fait, c'est d'avoir aussi une banque d'idées dans laquelle on peut piocher au fur et à mesure dès qu'on a besoin. Dès qu'il y a voilà, des temps morts, voilà, je vais t'accompagner moi aussi pendant le live. Voilà, quand on sent qu'il y a des tensions dans la fratrie par exemple, quand il faut occuper les enfants, voilà, avoir cette boîte à outils de ressources qu'on peut dégainer en fait à tout moment. Souvent, les activités les mieux préparées sont pas celles qui fonctionnent le mieux. Hein. De toute façon, il faut que ce soit assez spontané. On sort ce qu'on a mis de côté dans un coin et on dégaine. En général, ça marche mieux que le truc où on a mis 1 heure à tout préparer, à découper les petits trucs dans tous les sens et les enfants jouent 2 minutes avec et c'est terminé. Et du coup, on est dégoûté. Donc, faisons simple et faisons pratique. Super. Bon, tout le monde est là. On vous laisse quelques minutes encore, c'est bon? Et donc, du coup, est-ce qu'on peut, parce que vous êtes psychomotricienne, vous savez un peu les lunettes d'une psychomotricienne. D'abord, vous avez eu un peu d'expérience
avec les adultes, après, vous savez, un peu fait le choix de vous installer en libéral et vous occuper des enfants de 2 à 10 ans avec des particularités, avec des troubles d'apprentissage, mais c'est également neurodéveloppement. Et tout de Oui. suite, vous savez, essayer de vraiment d'intégrer les parents et de devenir un peu complice avec eux pour étendre, généraliser les connaissances, non? Exactement. Parce que moi, ma façon de travailler, en fait, c'est d'inclure les parents le plus possible dans la prise en charge. Parce que ce que je fais moi en séance une fois 45 minutes dans la semaine, en fait, ça suffit pas à accompagner les enfants suffisamment. Et le but, c'est de leur donner des clés pour qu'ils puissent refaire des choses le reste de la semaine, en fait. Voilà, pour que les apprentissages se généralisent, qu'ils se transmettent dans la vie quotidienne et que voilà, qu'on puisse avancer plus vite et qu'en plus ils me fassent des retours, par exemple, ah bah telle activité ça fonctionne pas, on a vu que bah ça il avait du mal à le faire. Et bah ok, dans ce cas-là, et bah nous on va cibler notre séance là-dessus et on va pouvoir avancer tous ensemble pour que ce soit vraiment le plus proche des besoins de l'enfant. Super. Et donc, du coup, la question qui a été posée beaucoup parmi les participants ce soir, c'est est-ce qu'on peut faire un parcours moteur à la maison ou c'est mission impossible? Non, c'est facile. C'est facile, en fait, à la maison, on a tout ce qu'il faut pour faire un parcours moteur. On n'a pas besoin d'avoir des plots et des jalons comme nous, on a dans les cabinets. On peut faire ça vraiment avec du matériel de la maison. On peut utiliser des coussins, des couettes, des canapés, des lits, des tables, des chaises, des couvertures, des livres, des balais. Vraiment plein de choses. On peut utiliser même des couvertures de survie, même ce qu'on met sur le pare-brise là pour pas que ça gèle ou pas, pour pas qu'il y ait du soleil, etc. Tout ça en fait c'est du matériel qu'on va pouvoir réutiliser et installer de plein de façons pour pouvoir faire des parcours. Il faut imaginer que des livres ça peut devenir des plots sur lesquels on peut monter, c'est des pierres pour franchir une rivière. Un canapé, ben voilà, c'est une montagne qu'il va falloir gravir. Une table, ça peut devenir une super caverne où aller chercher un trésor. Voilà, le plus important, en fait, ça va être l'imaginaire qu'on va mettre derrière et le thème qu'on va donner à notre parcours. Parce que si on lui dit, allez, tu passes sous la table, sous la chaise, ouais, marche-pied aussi, bien sûr, évidemment. Voilà, tu passes sous la chaise et après tu fais 3 tours autour du livre, ça marchera pas. Alors si on lui dit, écoute, on est en mission, il faut aller terrasser le dragon qui est dans la grotte de la table, il va falloir pour ça que tu ailles chercher, je sais pas moi, des trésors, des pièces qui vont être cachées sous des livres, donc il va falloir voilà, passer derrière les livres, il va falloir passer, voilà, gravir la montagne du canapé, glisser sur le toboggan qu'on va fabriquer avec 2 vieilles planches qui traînent, une vieille porte de placard dégondée qui traîne dans le garage, etc. Voilà, ça c'est un parcours en fait. Et ça Donc, c'est on génial. essaye d'enrober, de créer un peu une Oui, atmosphère, une histoire exactement. Ben, en fait, derrière. si on n'a pas ça derrière, souvent ça va pas prendre. Les enfants ils vont s'amuser 2 fois et après c'est terminé. Alors que si on construit vraiment une histoire, et c'est une histoire que les enfants ils vont pouvoir nourrir avec nous, on va dire ah ouais, et s'il y avait ça, oui 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 d'accord vas-y on rajoute ça, et si s'il y a ça, oui vas-y tu rajoutes, on rajoute des copains, on rajoute des chevaux, on rajoute des nains, on rajoute des ninjas, on rajoute tout ce qu'on veut, et ça fait du coup un super parcours avec pas grand chose à la maison en fait. On peut Donc, du coup, utiliser on la... les intègre. C'est pas nous de préparer, de dire venez. C'est depuis le début, Alors, les intégrer. c'est bien de proposer au début parce que souvent les enfants, quand ils n'ont pas l'habitude de ça, ils vont pas savoir quoi faire sinon. Donc il faut c'est bien d'avoir une petite base, mais après il faut qu'elle soit modulable. Voilà, des cordes, des scotch qu'on peut coller sur les côtés du mur ou du coup on peut devenir un agent secret. Il faut passer entre les brins de laine, entre les bouts de scotch. Et on peut mettre un balai sur 2 poufs et ça devient voilà, un objet sous lequel passer ou par-dessus lequel passer. Euh, Tout est possible et tout est imaginable. On peut trouver des indices. Voilà, il faut trouver des indices pour trouver une énigme. Comme ça fait durer encore plus longtemps le truc. Il faut vraiment être ouvert en fait. On peut même utiliser une poubelle vide, un panier à linge et on va lancer. On peut dire qu'il y a un monstre dedans, on va lancer des chaussettes dedans pour assommer le monstre. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses, plein de choses avec ce qu'on a à la maison. Pour les enfants avec motricité, mobilité réduite, ou avec des troubles de psychomoteurs, de coordination, dyspraxie, comment on adapte le parcours? Alors, déjà, on va partir du niveau moteur de notre enfant, tout simplement. Il faut se dire, bah ça il est capable, ça il est pas capable, donc je vais faire quelque chose à son niveau.
Même je pense à des enfants par exemple qui vont avoir une mobilité très réduite en fonction de leur mode de déplacement. Et ben si c'est du déplacement au sol, on va faire un parcours au sol. Ça va être par exemple et ben, juste déjà avoir des textures sur lesquelles monter, même rouler. Des enfants par exemple qui peuvent permettre encore à des déplacements, des roulés-boulés, des déplacements à quatre pattes. Voilà, on va faire des choses plutôt au sol pour qu'ils puissent explorer. Des enfants voilà, dyspraxiques, etc. Et ben justement, on va mettre des petits défis. Des défis qui sont à leur portée, mais des petits défis qui vont les motiver, etc. Parce que voilà, par exemple, lancer la boule de chaussette pour terrasser le dragon, c'est vachement plus sympa que de travailler les coordinations visio-motrices en visant une cible en fait. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui vont les motiver, qui vont leur donner envie de faire. Et puis si on rate, c'est pas grave. En plus, on est à la maison, il n'y a pas le regard des copains, il n'y a pas le regard des autres. Ou alors justement, même si on rate, en fait, ça peut déclencher autre chose. Ah non, j'ai raté le dragon. Ah mais non, du coup, ça a allumé un feu. Vite, il faut aller éteindre le feu, on va chercher autre chose. Voilà, il faut vraiment en profiter en fait pour déplacer les situations et créer du jeu et créer du lien en fait. Mhm. Oui, comme disait Petite Psychomote, c'est vraiment essayer de retrouver notre âme d'enfant Et, et nous connecter à ça pour créer tout exactement. un univers et Et quand l'imaginaire. on Et pour les enfants qui sont en fauteuil, Alors, les enfants qui font au fauteuil et qui vont par exemple avoir très très peu de mode de déplacement, et ben, dans ce cas-là, et ben, on va faire un parcours en fauteuil en fait. Ça peut être un parcours avec des choses à toucher à leur hauteur, par exemple. Alors, des enfants par exemple, qui pourraient avoir des troubles de la motricité du bas du corps et pas du haut, et ben, des choses qui vont pouvoir manipuler et déplacer, par exemple. Et ben, toi, ta mission, ça va être d'attraper ce plateau, il faut vite l'emmener pour emmener au roi ou pour emmener quoi que ce soit ou après même des enfants qui vont avoir encore des handicaps moteurs plus lourds, et ben ça va être juste déjà proposer peut-être un chemin en fauteuil, leur donner des textures à toucher, des choses à deviner, à découvrir. Voilà, il faut vraiment se mettre au niveau moteur de notre enfant. mhm, Tout est possible. et comment faire quand les jeux commencent à monter au niveau du niveau de l'excitation, au niveau de l'implication de l'enfant? On voit bien que dans la fratrie, voilà, ça bouillonne, ça bouillonne. Comment on gère ce type de situation? Parce que justement, on crée un univers pour les canaliser, mais comment faire? Alors il y a deux façons différentes, il y a deux pôles sur lesquels on peut agir. Soit on va faire un espace où on va se défouler, et ben c'est la bataille finale contre le dragon, contre je sais pas quel méchant, peu importe. Donc là, on va taper dans les coussins, on va vraiment se défouler, on va lâcher tout ce qu'on a à lâcher. Ou alors, et ben, on va faire un espace ressource, plus sensoriel, plus calme. Et par exemple, on va se cacher dans une cabane. Voilà, il faut se cacher dans une cabane pour voilà, passer la nuit, etc. Donc tout l'imaginaire qu'on peut mettre derrière. On se cache, et donc du coup on va se mettre dans la cabane et on va vraiment se poser, reposer. Voilà, il y a deux types d'approches qui sont possibles, selon le moment et selon les enfants. Et l'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'on peut aller se défouler un grand coup et après aller se reposer. Mhm, très bien. Euh, pour les enfants qui ont besoin de concentration, il y a Krimi Safa qui nous pose la question, est-ce que ce type de parcours, ils vont aider à canaliser? Ça peut, oui, oui, surtout s'il y a une histoire à suivre en fait. Si voilà, si en fait l'enfant il a des objectifs, des choses sur lesquelles se souvenir, et ben ça va le motiver à garder sa concentration. Et après, de toute façon, tout ce qui est exercice autour de la sensorialité, c'est des choses qui vont amener voilà des choses au niveau de la concentration, parce qu'on va faire appel à nos perceptions, donc à nos représentations mentales, et il faut se concentrer pour ça. On ne peut pas deviner si on n'est pas un minimum concentré. Et ça va faire voilà Mhm. appel au corps, appel voilà, à tout ce qui est sensations et perceptions. Mais bien sûr, oui, ça peut jouer. Au niveau de l'espace, est-ce qu'on le fait dans un grand espace? Est-ce qu'on le fait que dans les salons? Est-ce qu'on mélange intérieur et extérieur, toute la On fait maison? dans Quelles sont les l'espace qu'on a. préconisations? On fait dans l'espace qu'on a parce que bah, voilà, on a tous des maisons et des appartements différents. Si on peut aller à l'extérieur, c'est génial. C'est super cool si on a un jardin et qu'il pleut pas et que c'est pas de la grosse gadoue. Parce que chez nous en ce moment c'est un peu gadouilleux. Euh, et voilà, si on peut aller dehors, c'est génial. Et si on peut aller que dedans, bah dedans on peut déjà faire plein de choses. Si on a même un petit balcon, et même si on n'en a pas, et ben on reste dans le salon. Chaque pièce de la maison peut devenir un espace du parcours. Et ben, la chambre des enfants, ça peut être, je reste toujours sur mes rois, mes reines. Hein. Ça peut être, eh ben, je sais pas, la maison du chevalier, là où il va préparer des choses. Le salon, ça va être là où on affronte, où on va chercher des choses pour le roi. La salle de bain, c'est là où on affronte le dragon. Voilà, tout est possible. Mhm. Comment faire quand on a deux enfants avec deux niveaux différents? C'est important Alors, bah, de jouer ensemble, mais on a un challenge là. Alors, on peut donner des missions différentes en fait, selon les obstacles. Par exemple, il y en a un qui peut être l'équipier de l'autre. Soit les obstacles vont être
pour l'un ou pour l'autre en disant eh ben, là ça c'est toi, ça c'est une mission pour toi, tu dois passer cet obstacle, ou donner deux missions différentes sur le même obstacle, toi tu passes dessus, toi tu passes dessous, etc. L'un peut aider l'autre aussi, ça peut être un exercice de coopération. Là on peut même créer deux morceaux de parcours différents, tout est possible en fait. Et chacun fait comme il peut, comme il veut, on s'en fiche après tout. Il n'y a pas de règle. Est-ce qu'on inclut la compétition ou pas dans le parcours? On peut, ou pas. Ça va dépendre aussi des fratries, parce que la compétition, souvent, ça peut leur faire monter un peu en pression, en mayonnaise. Je privilégierais la coopération. Après, si on a des enfants qui aiment vraiment ça, on peut, mais je privilégierais plutôt la coopération. Mhm. Très bien. Est-ce que dans votre expérience, quels sont les bénéfices de ces parcours moteurs? Qu'est-ce que vous avez vu de dire, voilà, ça a aidé à ça, ou ça stimule ça? Alors, le parcours psychomoteur, c'est un des exercices les plus complets en fait qu'on peut proposer parce qu'on travaille les notions de temps, parce qu'il y a une temporalité, il faut suivre les étapes du parcours. La spatialité, il faut passer voilà, au-dessus, dessous, derrière, devant, voilà, il y a un chemin à suivre. Ça travaille les coordinations, ça travaille tout ce qui est régulation posturale et tonus, parce qu'il faut tenir voilà, en fonction de, des éléments du parcours. Ça va travailler tous les niveaux d'évolution, parce qu'il faut aller des fois en haut, en bas, accroupi, debout. Ça va jouer effectivement sur tout ce qui est attention, concentration, parce qu'il faut suivre ce parcours et suivre l'histoire qui va avec. C'est tout, il faut planifier, parce qu'il va falloir planifier son parcours aussi. Si on fait que l'enfant crée son parcours, il va devoir le planifier de A à Z. Il peut même le dessiner avant, ou il peut le dessiner après. Il peut dessiner un plan pour partir de ce parcours. Ouais, je dois aller chercher tel endroit, donc première étape, ben, je vais passer sur le fauteuil. Ensuite, il faut que je pousse la table. Ensuite, il va falloir que j'aille chercher un plateau, etc. Tout ça, voilà, ça fait travailler la planification. La représentation du corps aussi, voilà, comme dit Jessica, là où ça passe, là où ça passe pas, parce que si on se dit, on met un petit marchepied, est-ce que je vais passer en dessous peut-être pas, hein, peut-être que ça va pas passer, et puis peut-être que la petite sœur de 2 ans, elle va passer par contre. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être, c'est très très, c'est un des exercices vraiment les plus complets. Ça fait travailler l'équilibre, ça fait travailler aussi la confiance en soi, parce qu'il faut oser se lancer, ça fait tout travailler. D'autres idées d'activités, mis à part le parcours moteur qui est un peu le grand invité, qui est super complet, qui on peut voilà, faire plein de choses. D'autres idées? Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a déjà tout ce qui est activité créative où on va fabriquer des choses sur le thème de Noël avec du matériel de récup. Moi j'ai pris, moi je ne les ai pas avec moi parce que je les laisse à mes patients, mais par exemple ce que mon fils a fait à l'école, voilà, c'est fait avec du matériel de récup. Par exemple, voilà, des petits animaux avec du papier toilette. Voilà, c'est un pompon, du papier toilette et de la peinture. Donc vraiment c'est des choses qu'on peut avoir chez soi. Euh, Ils ont fabriqué aussi, voilà, par exemple, ce petit genre de support. Voilà, c'est une boule en carton qui est décorée. Voilà, des choses en carton, des choses en papier toilette, des choses avec du matériel du quotidien, avec du coton, avec du papier aluminium, etc. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Pinterest, qui est une mine d'informations absolument géniale, et vous allez pouvoir trouver des trucs que vous avez chez vous aussi. Parce que des fois, on trouve une super activité, mais en fait, on n'a pas le matos qu'il faut. Tout ce qui est boîte à œufs, tout ce qui est en ce moment là, les papiers de chocolat aussi, où on a dans les boîtes de chocolat, il y a des papiers un peu sensoriels, etc. Ça se découpe, on peut faire plein de choses. Faut pas hésiter à aller fouiner en fait sur internet pour trouver plein de choses au niveau créatif et vraiment simple d'accès. Avec Je des profite peintures pour dire que sur notre blog, en aussi. blogoctoys.fr, il y a pas mal d'activités, des idées Il y a beaucoup, beaucoup d'activités pour d'activités. faire à la maison avec des ressources téléchargeables si vous voulez. Donc Exactement. oui, c'est très bien. On a une question de Charlotte qui nous demande de décider pour stimuler la marche chez l'enfant. Bah après, c'est très varié parce que ça va dépendre de là où il en est en fait, cet enfant. Ça, c'est vraiment difficile de répondre parce que ça dépend d'où il en est en fait. S'il est en train de tester son équilibre, où est-ce qu'il en est dans ses niveaux d'évolution motrice, etc. On ne peut pas répondre comme ça. Oui, j'imagine. Mm. Et enfin, Après, voilà, un si c'est un rythme. enfant qui est en train d'accéder à la marche, bah, lui mettre à disposition des éléments pour qu'il puisse se mettre debout tout seul, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Voilà, il y a plein. Ça dépend où il en est. Très bien. Donc, du coup, on a vu les activités créatives avec des outils de récup, de do Ouais. yourself avec, sur Pinterest ou des blogs comme Toys. Euh, plus. Après, il y a
Tout ce qui est par exemple chasse au trésor, ça fonctionne très bien aussi. On prépare par exemple un petit listing, et ben, il faut trouver un objet bleu, deux objets rouges, un objet rond, deux objets qui piquent, un objet froid. Et puis comme ça en plus, ça les fait courir un petit peu partout, ça les occupe. Et ils sont super contents, ils se mettent ça, on peut faire du coup, c'est la hotte du Père Noël. Et ben dans ma hotte, aujourd'hui, il me faut tel objet, tel objet, tel objet. On peut faire ranger la maison comme ça aussi, tu ranges tel objet, tel objet. On peut faire double, double effet qui se coule. Il y a tout ça, et tout ce qui est jeux sensoriels aussi, où on va préparer par exemple des jeux sur les odeurs. On peut prendre les épices qu'on a à la maison, plein de choses comme ça, et on peut faire de la reconnaissance d'odeur. Tout ce qui est cuisine, voilà, comme les Jessica en bas, tout ce qui est atelier cuisine, le petit sablé de Noël, là c'est l'activité à faire en ce moment. Oui. On peut tout travailler, il faut respecter la recette, il faut mettre la main dans la pâte, donc au niveau de la sensorialité et de la motricité fine. Après, il faut en plus attendre que ça refroidisse au frigo, ça peut être un peu long. Après, il va falloir étaler, il faut utiliser les emporte-pièces. Au niveau spatial, il faut bien les placer, après il faut les faire cuire. On peut les décorer aussi avec des glaçages, avec du chocolat, avec des petites billes, etc. Et après, on peut les manger, c'est encore mieux. Au niveau aussi olfatif, on a des retours sensoriels. Donc oui, c'est vrai que c'est thérapeutiquement et sensoriellement, c'est super complet. Exactement. Il y a tout ce qui est aussi, en ce moment, on en voit pas mal, les sapins en pâte feuilletée. On prend une feuilletée, voilà, on fait un tronc et après on découpe les branches, on met du chocolat ou ce qu'on veut et après on tourne. Donc ça c'est pareil au niveau de la pression, au niveau des doigts, au niveau du tonus, au niveau de la motricité fine, c'est super intéressant. Ça en met un peu partout, mais bon, c'est pas très grave. C'est les vacances, on a le temps. Il y a tout ce qui est jeu de goût aussi, justement reconnaître des goûts, différents fruits par exemple qu'on peut manger dans cette période de fête, les agrumes, les fruits exotiques, etc. On ferme les yeux, on essaie de reconnaître le goût, ou au toucher aussi, deviner un petit peu quel aliment c'est. Des jeux aussi autour du toucher, par exemple, on peut mettre dans un bonnet de Père Noël un objet du quotidien, il va falloir toucher à travers le bonnet, essayer de deviner ce que ça peut être, ou ramener le même quelque part, on met une fourchette, il faut aller chercher une deuxième fourchette, on met une pince à linge, une deuxième pince à linge, ce genre de choses. Ça peut marcher. Après, tout ce qui est des activités autour de la pâte à modeler et de la pâte à sel, ça fonctionne toujours aussi. On va créer des formes, créer des choses tous ensemble. Voilà, on va aussi effectivement aller se balader dans la nature, dehors. Après, ça dépend où on est, où on habite aussi, mais quand on peut, oui, c'est bien. Tout ce qui est jeu de cache-cache, ça fonctionne toujours. En général, quand on lance un cache-cache, ça marche. Des espaces de détente aussi, justement, faire des cabanes. Construire des cabanes, en général, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Et on peut la créer tous ensemble, on peut y mettre plein de trucs super magiques, un truc qui fait une petite musique, un truc qui fait une petite lumière, des choses à toucher, et vraiment que ce soit un espace un peu cocon. Et en général, des fois, on peut même le laisser plusieurs jours si c'est pas un endroit qui sert le reste dans la vie quotidienne, sous une deuxième table ou quoi que ce soit, par exemple, et ben, ça marche bien. Ça peut être un endroit de repli aussi pour aller. Quoi, un refuge. Un refuge pour aller, même pour aller lire. Ça fait un peu rêver. Moi, papa, je prends l'exemple, par exemple, mon fils en a fabriqué une tout à l'heure. Et il m'a dit, mais c'est parce qu'en fait, maman, je suis partie en voyage, je suis dans mon camping-car, je suis couchée dans mon camping-car, je suis pas là. Je suis pas là, je suis en voyage. Voilà, c'est génial. Ils ont tellement plus d'idées que nous, de toute façon, faut les laisser aller. Voilà, tout ce qui est décoration, décoration de Noël, pour décorer la table, pour faire des petits marque-places pour les invités, créer les menus pour ceux qui sont au stade du graphisme, etc. Donc en plus, il y a une motivation à bien écrire pour que ce soit lisible, que ça fasse plaisir. On fait les cartes pour tout le monde, les petits marque-places, il faut celui qui a une jolie écriture qui va pouvoir marquer, ou au moins celui qui va pouvoir faire l'effort d'être lisible. Parce qu'il y a des enfants aussi qui ont ce genre de difficultés et qui vont trouver une motivation supplémentaire du coup à bien appliquer ce qu'on leur apprend en séance, etc. Oui, et après il va être valorisé parce que c'est lui qui l'a fait et tous les invités. C'est ça. Après, il y a aussi tout ce qui est décoration sur les fenêtres en ce moment. Avec des Posca, etc. On peut dessiner sur les fenêtres. En plus, c'est facile à effacer, donc quand on se trompe, c'est assez facile à rectifier. Et pareil, c'est valorisant parce que ça a un rendu qui est assez joli. Donc ça plaît pas mal ça en général. Et puis quand on a marre, on efface et puis on recommence. C'est un terrain d'exploration qui est assez chouette. On peut préparer des concours aussi.
faire un domino day, voilà, aligner le plus de dominos possible, faire des tours de Kapla, faire des constructions en Kapla, on peut même élire la plus belle construction, ou essayer de faire deviner ce qu'on a représenté aussi, ça peut être aussi une bonne idée. Faire des concours de grimaces, c'est des trucs que j'aime bien faire, des concours de grimaces, des concours d'équilibre, des concours de gym, des concours de danse, on peut faire plein de choses, tous ensemble, pour voilà, partager des bons moments. Après, tout ce qui est aussi le travail autour de la musique, des choses qu'on peut proposer, des blind tests, ça marche bien. Reconnaît la musique du dessin animé, reconnaît le bruit d'un animal, reconnaît plein de choses. Voilà. Tout ce qui est aussi jeu par exemple de chaises musicales, moi on en parlait tout à l'heure pour la concentration. Moi souvent je fais les cerceaux musicaux parce qu'on évite comme ça les gamelles sur les chaises. On met des cerceaux ou même des feuilles de papier, ça marche. Et quand on coupe la musique, il faut vite aller se mettre sur une feuille, donc il faut être bien attentif et bien respecter les consignes. Tout ce qui est ombre chinoise, là pareil en plus on travaille tout ce qui est déliement de la main, en plus c'est magique, hein, les ombres chinoises c'est vraiment génial pour les gamins, ils se projettent dans plein d'univers, etc. Donc c'est chouette. Des chants de Noël, hein, c'est la base, j'ai envie de dire. Si on n'en a pas déjà trop marre, on peut faire encore des chants de Noël, si on n'est pas saturé. Et après aussi tout ce qui est relaxation, il y a possibilité d'inventer des hamacs sous les tables en fait, avec un drap qu'on va venir nouer au-dessus de la table, si on a un grand drap et une table qui n'est pas trop grande, pour plutôt des petits enfants parce qu'il ne faut pas que ce soit des poids trop lourds, mais on va en fait venir créer un hamac comme ça sous la table et donc il va pouvoir venir se coucher dedans, juste avec un drap. Et donc, du coup, on accroche sur les pieds de la table, Non, c'est ça? on accroche en haut de la table. En haut, ah oui, donc il faut que ce soit quand même petit. Voilà, il faut que ce soit pas une trop grande table et faut que ce soit un petit enfant, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi et qui est vraiment chouette. On peut le mettre dans la table. Plutôt pour le 1-2 ans, non? Ouais, même jusqu'à 3 ans, des petits gabarits de 4 ans, ça peut passer. Hein. Voilà, ça dépend. Voilà, C'est une bonne idée. Faut pas des grands gabarits, mais ça peut passer avec des petits. Ouais. Très bien. En plus, ça, c'est très bon pour la proprioception, pour ressentir les corps, Sens vestibulaire, etc. Là, on est au top. Voilà, là, c'est en gros un melting pot d'idées de ce qu'on peut faire pendant les vacances. Si on a des plus grands aussi, tout ce qui peut être hyper intéressant, c'est tout ce qui est escape game. Il y en a plein maintenant. Des kits qu'on peut télécharger et donc du coup on va faire l'escape game à la maison. Donc du coup pareil, travail d'équipe, on fait ça tous ensemble, on le prépare tous ensemble, on résout ça tous ensemble, on se récompense avec, avec les petits sablés qu'on a fait le matin, voilà par exemple. Voilà, ça c'est des choses qui seront assez chouettes. Il y a tout ce qui est les histoires, les contes de Noël aussi. Il y a aussi des chouettes supports maintenant pour écouter des histoires quand des fois on n'a plus trop d'idées, etc. Par exemple, tout ce qui est la Luni, les boîtes à histoires. Il y a aussi une appli qui est super intéressante, c'est Creative Stories, qui est gratuite. Et ça permet de créer des univers d'histoires. On peut s'en servir par exemple pour les parcours. Je sais qu'il y a les princesses et les dragons, je crois qu'il y a les pirates, etc. Donc c'est assez chouette, ça peut donner aussi du cadre. Il y a plein de podcasts, notamment sur France Inter, et aussi, nous, on vend également une petite conteuse. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un cube. Et pour les tout petits des 2 ans, parce que Lumi est un peu plus grand, mais oui, effectivement, il a plein aussi des ressources gratuites et les histoires, c'est tout un univers, ça va les poser, ça va les calmer. Après les livres aussi, hein, on peut. Bien sûr, ouais, c'est un peu moins évident peut-être. Enfin, voilà, le livre c'est facile comme support, mais pour trouver d'autres supports, parce que aussi il y a des choses qui sont sympas le 5e jour et arrivé au 12e, on en a un peu marre, quoi. Donc il faut se renouveler un petit peu. Super. Donc du coup, on a plein d'idées pendant, avant les vacances. On a vu les préparatifs, les sablés de Noël, comment préparer la table, comment mettre les menus, comment pouvoir aussi nommer chaque personne. Peut-être aussi, s'ils sont plus grands, préparer les cadeaux, la déco des cadeaux, ou préparer les cartes de meilleurs vœux de Noël. Pour des astuces pour que les enfants restent à table à Noël, est-ce que vous en avez? Parce qu'on a eu cette question. Alors, je pense qu'il y a 2 choses différentes. Il y a rester à table et passer le moment du repas.
Parce que est-ce qu'on veut vraiment qu'ils restent à table à tout prix? Peut-être pas en fait. Il y a des choses qu'on peut faire pour qu'ils restent un petit peu plus longtemps à table, mais est-ce que finalement il y a grand intérêt à ce qu'ils restent tout le temps à table? Je pense pas. Le but surtout c'est qu'il n'y ait pas d'excitation et que le repas se passe bien pour tout le monde. Donc il y a deux choses différentes. Il y a des choses pour les occuper à table, par exemple, c'est tout ce qui est des sets de coloriage, etc. Des choses voilà, où ils vont pouvoir dessiner, s'occuper en même temps que le repas ou en attendant les repas. Mais il faut aussi, je pense, plutôt faire des pauses et voilà, leur permettre des temps hors de la table. Parce que finalement, être à table, je crois que ça nous intéresse, nous, les adultes, pour discuter, etc. Mais les enfants, c'est un peu compliqué. Donc, soit on les inclut en même temps que nous et on leur permet des pauses, soit du coup on les laisse manger assez rapidement et après ils vaquent à d'autres occupations. Je pense que c'est un petit peu les deux versions qui sont possibles. Parce que 2 heures à table en attendant la bûche, je pense que c'est du domaine de l'impossible pour le coup. Mais le but, voilà, c'est d'avoir des activités quand même plutôt régulatrices en fait, parce qu'il y a en général beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotions. Les soirs de Noël, les jours de repas, il y a les cadeaux et tout ça, donc plutôt des choses qui vont être autour de la régulation émotionnelle dans ce cas-là. Il y a tout ce qui est par exemple les danses, on peut préparer un petit spectacle même pour les familles qui aiment ce genre de choses. La petite pause karaoké aussi, ça peut fonctionner. La pause musicale, ça marche toujours. Une petite chasse au trésor entre deux plats, des fois ça peut toujours être utile aussi. On voit les enfants chercher par exemple les indices du plat d'après, ou voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Faire des gages aussi, des jeux où on fait des gages, quand on fait une tour de capla, celui qui l'a fait tomber il a un gage, ça fonctionne en général aussi plutôt bien, et bien sûr les enfants donnent aussi des gages aux adultes, sinon c'est pas drôle, il faut que ce soit partagé. Tout ce qui est jeu autour du rythme, des jeux de main, des jeux de cours de récré, quand en plus on retrouve voilà, des membres de notre famille qu'on n'a pas vu forcément depuis un moment. Donc ça peut être rigolo de partager un jeu de 3 petits chats avec la tata qu'on n'a pas vu depuis un moment, etc. Ça peut être rigolo. Faire des petits paniers à trésors aussi, notamment pour les petits. En fait, des paniers, moi j'appelle ça des paniers à trésors, où on va mettre des objets du quotidien, il faut deviner ce qu'il y a, ou alors on va les manipuler. Voilà, un enfant de 2 ans avec une éponge et une brosse, il peut tenir longtemps. Il peut tenir vraiment très longtemps. Avec un carton. Le carton est fabuleux. Ça peut nous occuper tout un repas. Faire une petite pause de lecture d'histoire aussi, où on invente une histoire tous ensemble, même à table, ça peut fonctionner. Chacun son tour, on raconte un morceau de l'histoire. Ça peut les faire tenir aussi un petit peu plus longtemps. Ou alors on devine la suite de l'histoire. Et quand soudain, Jean-Michel a pris son vélo et a rencontré un lutin, youpi. Voilà, ça c'est des trucs qui peuvent fonctionner et qui peuvent être rigolos. Et on va essayer de deviner. Co-construire en fait l'histoire tous ensemble, c'est ça que chacun donne un bout et le fait. Soit on construit, soit on essaie de deviner la suite de l'histoire. Avec les éléments qu'on a eu avant, on va essayer de deviner ce qui pourrait bien se passer. Donc soit on part dans des trucs complètement loufoques, soit justement on essaie d'être raisonné, de deviner ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait être logique. Après, il y a tout ce qui est les jeux de catégorisation, et on va dire tous des noms d'animaux, et on va lister tous les animaux, des noms de couleurs, des cadeaux qu'on voudrait avoir, ou des choses comme ça. Ça, pareil, ça peut tenir un moment. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas absolument tenir à les laisser à table trop longtemps non plus. C'est pas physiologique pour eux. Adapter les chaises, c'est-à-dire proposer des assises dynamiques, peut-être, ça peut aider. Ça peut aider les assises dynamiques, ou en tout cas des assises où ils vont être bien, c'est-à-dire où ils vont avoir les pieds posés. Rien que ça, déjà, en fait, ça peut résoudre pas mal de problèmes. Ça va éviter je me mets à moitié sur la table, je grimpe dans tous les sens, etc. Rien que d'avoir en fait un marchepied ou les pieds posés, en général, ça aide. Une assise dynamique, oui, si c'est possible, mais après, en général, ça va être sur des enfants qui ont déjà des assises dynamiques pour le reste du temps. On va pas investir dans une assise dynamique pour le repas de Noël. Je pense que ça n'a pas trop de sens. Ça va être donc chez des enfants qui ont déjà ce genre de besoin et ce genre d'aménagement. Très bien. Est-ce que pour les adultes, il y a des conseils d'activité pour vraiment que ça se passe bien avec les enfants? Quels seraient les conseils d'une psychomotricienne? C'est qu'il va falloir suivre un petit peu ce que les enfants nous montrent aussi. La fonction de l'adulte en fait dans ce genre de fête, c'est d'être par excitatoire et régulateur en fait. Parce que les enfants, voilà, ils vont se sentir
happés par plein d'émotions. Et nous aussi, en général, on est plein d'émotions, mais il va falloir veiller à être voilà, pas excitatoire, pas laisser trop monter l'excitation, proposer des temps calmes, proposer des jeux plus calmes, ou au contraire pouvoir leur donner des idées si on sent qu'ils commencent à tourner en rond. Ça va être vraiment d'être le guide et d'être facilitateur de tout ça. Si on sent aussi qu'on a des enfants qui saturent, pouvoir aussi, par exemple, prévoir des endroits de repli un petit peu plus calmes. Je pense notamment aux bébés, des fois, où du coup, ils n'ont plus leurs heures de sieste, où on va décaler les heures de sommeil, etc. Ben, il faut aussi peut-être prévoir un endroit voilà, de repli où ils peuvent dormir, on peut les coucher, on peut les mettre au calme, on peut se mettre au calme avec eux aussi des fois, parce qu'ils en ont besoin. Et c'est surtout ça la fonction de l'adulte, en fait. Est-ce que vous savez des préconisations spéciales dans ce contexte-là? C'est-à-dire on bouge moins, on est tous très fatigués, peut-être moins de patience que d'habitude. En plus, voilà, la période fait que voilà, on encaisse beaucoup. Est-ce que au niveau psychomoteur, il a aussi des conseils, autant pour des grands que des petits, à faire avant, pendant ou après Noël? Bah, déjà, il va falloir prendre des temps pour se ressourcer, justement. Il va pas falloir prévoir 36 000 trucs. Je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de souffler, de se poser. Après, voilà, ça va dépendre un peu des profils. Il y a les profils de ceux qui viennent aussi d'être confinés ou qui sont restés beaucoup à la maison, etc., qui vont avoir besoin de faire des choses, et ceux où, au contraire, qu'on continue à travailler, les professionnels de santé, ceux dans les commerces de bouche, etc., qui vont être épuisés. Dans ce cas-là, il faut qu'ils se reposent. Donc, il y a un petit peu deux poids, deux mesures. Et donc, il va falloir pouvoir s'écouter et proposer un programme adapté. Il ne faut de toute façon pas prévoir trop de choses. Je pense que c'est aussi un moment pour se poser et prendre aussi un peu de recul sur cette année magnifique que nous venons tous de passer. Et savoir écouter ses besoins en fait. Donc passer du temps si on en a besoin, pouvoir passer du temps un peu plus seul si on en a besoin et qu'on en a la possibilité aussi, parce que c'est aussi fondamental. Quand on a été confiné, toute une famille tout le temps, et ben, peut-être qu'il faut faire un petit peu de break, de relais et de se ressourcer. Voilà, prévoir des activités vraiment qui vont nous faire du bien. Il faut être vraiment feel good, hein, vraiment tranquille et faire ce qui nous fait du bien, vraiment. Et même si c'est pas productif et si c'est pas il faut pas se dire bah je vais faire travailler tel aspect avec mon enfant. Je pense que c'est vraiment la période de l'année, il faut vraiment lâcher prise et se dire bah on fait des choses qui vont nous faire du bien à nous et puis tant pis pour le reste, on verra à la rentrée. Oui. Pour recharger bien les batteries en fait. Exactement, parce que là tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Donc il va falloir se requinquer un petit peu et bah, profiter des fêtes si on en a envie. Et puis si on n'a pas envie parce qu'on n'aime pas ça, c'est aussi important de ne pas se forcer. Parce que ça peut être une période difficile aussi émotionnellement et psychologiquement. Donc il faut aussi parfois savoir se préserver quand c'est trop. Et si on n'a pas envie de faire 3 tonnes, eh ben, on ne fait pas. Et c'est pas grave. Vraiment s'ajuster et s'écouter. Merci. Exactement. Et vous avez donné pas mal des pistes, des choses, des matériels qu'on peut réutiliser. Est-ce qu'il y a des matériels que vous, vous tenez à cœur à dire, voilà, ça, par exemple, pour l'inclure dans une activité, c'est pas cher, ça peut très bien. Bah, après, il y a tout ce qui est matériel sensoriel de base et de manipulation. Ça, enfin, pour moi, c'est un peu ce que tout le monde devrait avoir à la maison. Des choses pour manipuler. Donc, soit des bacs d'exploration, même des fois des bassines, etc. Mais souvent, elles sont hautes. Donc, c'est vrai que les bacs d'exploration, comme il y a voilà, chez Hot Toys, ils sont assez pratiques parce qu'ils sont larges. On peut mettre plein de choses dedans et ils sont pas trop hauts. Donc, ça évite voilà, pour les petits bras d'être comme ça au-dessus. Tout ce qui est pince de manipulation, de motricité fine, ça me semble pareil un indispensable pour faire travailler toutes les petites mains de façon adaptée et riche. Et puis du petit matériel sensoriel, même voilà, des choses pas chères qu'on peut trouver voilà, à plein d'endroits, notamment chez vous, mais aussi à Oui, d'autres non, mais c'est pour avoir une idée. Ouais, des fois, voilà, on va même au discounter du coin, etc. Et on va trouver des boutons, des plumes, plein de petites choses en fait que les enfants vont vouloir manipuler, brasser. On met ça avec du riz, on met ça avec. On peut faire du riz coloré, voilà, avec des colorants alimentaires. Voilà, pareil, les recettes elles vont être sur internet. Vraiment, moi par exemple, j'ai des boîtes comme ça. C'est ce que je travaille en prise en charge avec les enfants. Donc j'ai des grandes caisses, enfin des petites grandes caisses. Et donc du coup je mets plein de petits matériels dedans que les enfants vont pouvoir manipuler. Voilà, par exemple avec des pinces, voilà, des pinces de motricité, etc. Des petits bouts, des grelots, etc. qu'on va pouvoir
venir utiliser de plein de façons pour décorer. Moi, là, j'ai des mini sapins, etc. Mais ça, c'est du matériel qui est intéressant de toute façon. Et on peut mettre des feuilles qu'on va chercher dehors, on peut mettre plein de choses. Faut laisser parler ce qu'on a envie de faire aussi. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de matériel incontournable à part les basiques de manipulation. Super. Est-ce que vous avez d'autres conseils, d'autres messages à passer à nos auditeurs de ce soir en tant que psychomotricienne? Bah, moi, en tant que psychomote, le plus important, ça va être de s'écouter, de pouvoir respecter les besoins de chacun et de s'ajuster les uns aux autres. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qui va permettre de passer des fêtes un peu plus sereines, en fait, de pouvoir peut-être favoriser l'un ou l'autre à un moment donné parce que voilà, on a tous des besoins différents, il faut faire plaisir à tout le monde et il faut satisfaire les besoins de tout le monde, mais ça va être vraiment cet ajustement-là qui va être fondamental pour que ça roule. Et pour les trajets, quels seraient les conseils? Bon, cette année, peut-être qu'on bouge moins, mais c'est vrai qu'on est contraint dans une voiture, on est attaché. C'est vrai que les enfants, les ressentent ce besoin de bouger pour se autoréguler. Quels sont les conseils ou quelles les pistes pour mieux vivre ces déplacements, ces trajets en voiture? Et ben ça va être un petit peu les mêmes en fait. Ça va être favoriser donc des activités qu'ils vont pouvoir faire donc assis dans la voiture. Donc ça peut être justement des choses avec de la motricité, des choses à aller tripatouiller, des morceaux de tissu, etc. Où c'est pas grave si on en a partout dans la voiture, donc faut pas que ce soit friable, etc. Même des animaux, par exemple, on fait un sac avec les animaux de la savane, après on fait un sac avec des Playmobil, etc. Et on peut donner au fur et à mesure les sacs derrière dans la voiture pour qu'ils puissent sortir, explorer un petit peu, ça les occupe. Et tout ce qui va être autour de l'oralisation, du coup, les chants, les jeux de mots, les musiques à écouter, voilà, tout ce qui va pouvoir se faire confiné dans la voiture, quoi. Oui. Les devinettes, les catégorisations dont on parlait tout à l'heure. Super. Donc du coup, on arrive à la fin. Une question de préparer les parcours et scratcher les étapes. Je ne sais pas qu'est-ce que Je sais pas, je ne comprends pas. elle veut dire. Si vous pouvez nous donner un peu plus Précis. d'informations pour mieux répondre à votre question. On peut préparer un parcours ou scratcher les étapes, peut-être, préparer le plan des étapes, peut-être. Mais oui, ça c'est possible. Oui, peut-être anticiper. Ça va dépendre aussi du profil de l'enfant, j'imagine. Oui, parce qu'on peut aussi effectivement marquer des consignes pour des enfants, par exemple, qui vont être capables de lire, ou utiliser des pictos ou des images. Ça peut être effectivement aussi intéressant de pas seulement passer par la parole, d'avoir un support visuel, effectivement. Oui, c'est une bonne idée. Si c'est ça la question. Merci en tout cas. Donc du coup, je vous remercie de tous vos conseils, de la pluie d'activités, d'idées. Oui, voilà, on a répondu à la question. Super. Merci beaucoup pour Bérénice de votre proposition, effectivement, de donner des étapes. Ça peut calmer certains enfants, non? Oui, puis ça peut aussi donner confiance parce que c'est plus facile de savoir ce qu'il y a à faire en fait avec un repère visuel pour certains enfants que de devoir se rappeler les consignes qu'il y a à faire. Effectivement. Et pour certains enfants avec des besoins spécifiques, notamment de troubles des spectres autistiques, ça aussi, ça peut Rassurant. moins angoisser, aider à l'anticipation. De toute façon, les stratégies, pour les enfants qui ont des besoins spécifiques, c'est le moment de garder les mêmes stratégies qu'on utilise tout le reste du temps en fait. C'est pas, surtout pas le moment d'inclure des choses complètement nouvelles qui risquent d'être difficiles au niveau de la régulation. Il faut utiliser les stratégies qui marchent. Parce que la période des fêtes, c'est une période qui est propice aux émotions, propice aux sensations. Donc il va falloir les rassurer et utiliser ce qui marche. Donc si c'est des plannings visuels, il faut les utiliser. Si le timer, c'est un outil qui est bien connu et qui est maîtrisé, on utilise le timer. Si on utilise certaines méthodes autour de l'ABA, du teach, etc., on peut réinvestir les principes, bien entendu. Voilà, il faut garder ce qui marche le reste du temps. Là, pour les enfants à besoins spécifiques, c'est vraiment indispensable. Super, bon, merci beaucoup. Donc voilà, comme je l'ai dit, merci pour cette pluie d'idées. On va faire un article récapitulatif sur notre blog optois.fr pour un peu les structurer et mettre par écrit toutes les idées parce que c'était tellement riche que voilà qu'on peut oublier.
Également, je remercie tous les participants voilà, de votre présence, votre fidélité. On est tous fatigués, il est tard, donc merci beaucoup d'être là. Et à vous, Océanie Lévorgne, pour tous vos conseils, d'avoir fait cette proposition à Toys. On est ravis d'avoir une psychomotricienne avec nous, et plus connue comme la diantromotricienne pour les gens qui souhaiteraient la suivre. Merci beaucoup. Je vous souhaite des belles fêtes. De très bonnes fêtes surtout, oui. On va essayer d'en profiter un maximum. Exactement. Prenez soin de vous, passez des bonnes fêtes à vous tous et rendez-vous à partir du 14 janvier à nouveau dans les Facebook Live de Uptoys aussi. On va faire des récaps parce que depuis le premier confinement, on a fait plein des lives, donc on va faire les meilleurs lives à votre disposition, ce seront en replay. Et aussi pour les gens qui demandent, la vidéo sera en IGTV en replay, donc vous pouvez la voir et voir si vous voulez voilà, capter les idées et noter les pistes que Océanie nous a données ce soir. Ouais, j'avais juste oublié une petite chose. Pendant le confinement, le premier confinement, en fait, donc tous les psychomotriciens d'Instagram s'étaient liés sous un hashtag qui s'appelle le Psychomote Mouvement. Et on avait fait des vidéos justement d'activités à faire à la maison, des activités toutes simples avec rien, hein, avec des chaussettes et des balais notamment. Et on a aussi du coup ouvert une chaîne YouTube où on a posté toutes ces vidéos pour ceux qui ne seraient pas trop sur Instagram. Donc sur YouTube, c'est Instant Psychomote. Et sur Instagram, c'est sous le hashtag Psychomote Mouvement. Et vous allez retrouver, je crois, une 50aine de vidéos d'activités qui sont proposées par voilà, des psychomotriciens pour tous les âges. Et il y a notamment des parcours à la maison. C'est super. Donc, j'ai noté sur YouTube Instant Psychomote. C'est ça. Et sur Instagram, Psychomote Mouvement. Ouais, sous le hashtag Psychomote Mouvement. Voilà, donc, il y a plein d'idées d'activités. Faites-vous plaisir, c'est fait pour. Impeccable. Merci beaucoup pour tous les bons conseils. Merci beaucoup à tous les psychomotriciennes que ce soir vous ont accompagnés, nous ont accompagnés, qui ont contribué à la discussion. Et je vous souhaite une belle soirée. Passez des bonnes fêtes à vous tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.